Salut YouTube, salut à tous, c'est Lidinx. On se retrouve sur Rap & Foot pour cette toute nouvelle vidéo. Bientôt la fin du mercato qui se terminera du coup lundi à 20 h heure française. On ne pourra plus vendre ni acheter sur le sol européen, bien que quelques championnats restent ouverts jusqu'à mi-septembre. Donc voilà, petite présentation de cette vidéo. On va bien sûr commencer par le match Toulouse-Paris Saint-Germain. Score final 6-3 pour nos Parisiens. Et il y a pas mal de choses à dire, pas mal de satisfaction, quelques flops, mais il y a surtout eu beaucoup de spectacles. Et surtout un 3/3 en Ligue 1 qui nous positionne bien entendu déjà en tête du championnat. Donc je vous le dis direct, plutôt énervé pour les 3 buts encaissés, mais on va quand même les détailler. Et c'est surtout le festival offensif pour 6 buts mis à l'extérieur, je précise. Et enfin, nos attaquants ont ouvert leur quota. Il faut dire que Nantes-Angers, on a été sauvé par des milieux de terrain. Et là, enfin, les joueurs offensifs se sont distingués. Donc voilà, vous l'avez compris, on va commencer par le petit débrief de Toulouse-Paris Saint-Germain, suivi de l'actualité mercato, les dernières infos, les derniers potins, les derniers transferts en date pour le Paris Saint-Germain. Et on va terminer cette vidéo avec le calendrier de la Ligue des Champions qui a été dévoilé. Et du coup, je vais vous dire mon avis sur la faisabilité d'un top 8 potentiel, d'une qualification ou peut-être d'une élimination, parce qu'apparemment on a eu le tirage de la mort. Bref de plaisanterie, on attaque directement le Toulouse-Paris Saint-Germain qui s'est déroulé hier au Rose Festival. Une compo concoctée par Luis Enrique avec Chevalier au goal, pas de surprise. Mendes, Beraldo, Zabarni, Hakimi, retour de nos latéraux. Zabarni reprend du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs, associé à Beraldo. Vraiment dommage parce que j'aurais bien attendu pas de chose sur ce coup-là. Voir comment cette charnière peut évoluer ensemble. Un milieu de terrain, Ruiz, Vitinha, Neves, c'est le milieu titulaire du Paris Saint-Germain. Et Barcola, Dembélé, Doué, la BDD en attaque. Concernant le Toulouse FC, on a Rest au goal, Mackenzie, Cresswell, Nicolaisen, Sidibé, Sauer, Caceres, Metali, Donum, Magri et Gbo. Donc voilà, sur papier indiqué un 3-4-3 pour le TFC. Un Toulouse plutôt bus, on va pas se cacher, une fois de plus. Mais bon, on a les recettes pro. Ils ont commencé à lâcher du lest, on va dire, à hauteur de 5-1, quand le PSG a lâché du lest, bien entendu. Clairement, pour moi, on a offert cette opportunité d'un score fleuve 6-3, score de tennis, score de ce que vous voulez. Mais c'est de notre ressort. On n'est pas censé encaisser 3 buts. Je suis désolé pour ça. On va commencer directement par ça. Le flop, les 3 buts encaissés. Et le top, les 6 buts marqués, bien entendu. Donc le match commence, bien entendu, avec un PSG très concentré. Bon, on va pas se cacher, on n'a pas vu Toulouse de la première demi-heure, je pense. Un match parfaitement entamé par le Paris Saint-Germain qui ouvre le score dès la 7e minute. João Neves, qu'est-ce qu'il lui prend? Retourné acrobatique. Notre petit lutin si précieux au milieu de terrain, c'est vrai que son retour fait vraiment la différence. On voit vraiment dans le jeu, je parle uniquement du jeu, on voit vraiment la différence avec et sans un joyeux Neves. Donc Neves qui nous met sa petite bicyclette dès la 7e minute. À la 9e minute, c'est Fabien Ruiz qui lance parfaitement Barcola. Donc là, Toulouse, je suis désolé pour vous, mais vous avez joué trop haut. 9 minutes, laisser un boulevard à Barcola comme ça. Et ça, c'est la spéciale. Fabien Ruiz est très très fort pour envoyer en orbite nos missiles dans le demi-espace comme ça, intercalé entre 2 défenseurs. Barcola qui se fait un malin plaisir de griller la politesse. Il se retrouve à mettre un petit but spécial, celle-là aussi de Barcola. Un petit but du pointu qui passe sous le corps du goal toulousain. Et voilà, sa spéciale fait qu'au bout de la 9e minute, on mène 2-0. Je me suis dit, match facile. Surtout qu'à la 14e, João Neves qui récidive. Alors la première était plutôt une noir et blanc, mais la deuxième, il nous l'a fait totalement en couleur. Elle est magnifique cette retournée, bicyclette acrobatique, pleine lucarne, le goal n'a absolument pas bougé et là on se dit incroyable. Tu sais déjà qu'à la 15e minute, l'homme du match c'est notre joyau. À la demi-heure de jeu, c'est notre Désiré Doué qui nous fait un débordement et qui est accroché dans la surface, qui offre un penalty au Paris Saint-Germain. Pour le coup je vais vous dire, je suis mitigé sur l'accord de ce penalty. Pour moi ça aurait pu ne pas se siffler, elle est pas très évidente non plus. Mais bon, ça laisse l'opportunité à Dembélé d'ouvrir son quota de but. Et notre futur ballon d'or ne tremble pas. Donc là, pour le coup, pour moi, on obtient une info. C'est que Dembélé est devenu notre tireur de pénalty attitré. Du moins pour la Ligue 1. On verra bien en Ligue des Champions quand un pénalty nous sera accordé. Mais pour moi, j'estime vraiment qu'il est très bon dans ce domaine. Donc autant lui donner le temps que Vitinha retrouve un peu de confiance sur cet exercice. Voilà, on se retrouve à la 31e. Du coup, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Et là, tu te dis, waouh! Waouh. Le PSG carbure à la nitro. Et c'est là qu'intervient forcément le relâchement tant attendu à 4-0. Toulouse, par l'intermédiaire de Cresswell, réduit le score. Mais par contre, incident de jeu qui a été checké à la VAR. Mais pour moi, il n'y a pas but. Un des attaquants toulousains est complètement hors jeu. Et il est surtout sur la trajectoire du tir. Je suis désolé, en Ligue des Champions, on est d'accord que ce but est complètement annulé. Là, pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Je suis désolé, à aucun moment, tu n'accordes ce but. Donc soulignons quand même que Chevalier a fait l'arrêt malgré qu'il soit masqué. Il a fait vraiment un arrêt réflexe top. Mais malheureusement, comme bien souvent, il la repousse dans les pieds adverses. Et du coup, c'est Cresswell qui marque à ce moment-là. Du coup, je ne me rappelle plus du tireur sur la première phase, justement. Mais Cresswell qui la reprend et Chevalier n'a pas les appuis pour se relever. Ça va tellement rapide. Et voilà quoi. Donc, à partir de là, 37e, 4-1. Fait de jeu dans les prolongations de la première mi-temps. Toulouse qui obtient un penalty. Donc, on va dire obstruction de Nuno Mendes. Ça s'accorde. Effectivement, il joue pas vraiment le ballon. Et là, l'occasion pour Cresswell de faire un doublé. Super barré de Lucas Chevalier. Malheureusement, la VAR rappelle à l'ordre les Parisiens. Effectivement, on voit, il me semble que c'est João Neves qui rentre dans la surface bien avant que le joueur
joueur toulousain ait tiré son penalty. Donc logiquement, vu que le penalty a été arrêté, on check toujours la VAR sur un penalty loupé. Et ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. Il me semble que João Neves et Zabarni rentrent dans la surface avant même que le tir parte. Donc à ce moment-là, penalty à retirer. Changement de tireur. Cáceres se présente face à Lucas Chevalier. Et peu importe, Lucas Chevalier ne tremble pas. Regardez-moi ça. Il nous fait un superbe arrêt des pectoraux. Alors je pense qu'au PSG, il a dû travailler les pénaltys. Car on l'a vu l'année dernière, c'est un exercice qui nous a bien réussi, mais qui a aussi surtout travaillé depuis pas mal de temps. Et j'estime qu'il a vraiment fait un upgrade sur cet exercice. Lucas Chevalier n'est pas réputé pour être très fort sur les pénaltys. Mais là, depuis le Paris Saint-Germain, il nous fait des masterclass. Donc double pénalty arrêté sur ce coup. Excellemment arrêté d'ailleurs parce qu'il ne part pas. Il attend vraiment le dernier moment. Et c'est ce qu'on demande à un goal, surtout avec les joueurs actuels qui prennent leur malin plaisir de retarder le tir. Très bonne analyse de notre portier. Et du coup, on s'en sort à la pause avec un grand Chevalier, il faut le dire. 4-1 à la mi-temps. Retour de vestiaire, sortie de Vitinha et de Nuno Mendes, remplacé par Pacho et Warren Zaïre-Emery, qui retrouvent une place dans le milieu de terrain. Et on a tout de suite vu la différence. J'estime que Warren a fait plutôt une bonne entrée et un match consistant, pour une reprise à son poste, bien entendu. Et d'ailleurs, comme il n'est pas appelé en équipe de France par Didier Deschamps, je pense vraiment qu'il va avoir droit à une vraie préparation, et on va pouvoir le retrouver au top de sa forme très prochainement. Donc voilà, dès la 51e, on a Barcola fauché par Sidibé en pleine surface. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est penalty tous les jours. D'ailleurs, il est très dangereux ce tac. Il vient de côté mais à pleine puissance et surtout pas du tout maîtrisé. Dembélé qui se charge une nouvelle fois d'un doublé sur penalty. Il le réussit à la perfection. Donc voilà, c'était vraiment un match pour reprendre de l'avance, surtout s'il veut être meilleur buteur à la fin de la saison. Voilà, un doublé sur penalty. Il a été impactant dans le jeu. Très bonne prestation de Dembélé. Malgré quelques erreurs et pertes de balles, notamment sur des passes en essayant de vouloir jouer trop rapidement. Désiré Doué, j'ai l'impression qu'il lui faudra encore pas mal de temps pour récupérer son vrai niveau parce que là, je l'ai trouvé très fébrile. Et malgré tout, changement à la 73e pour Kvaratskhelia, qui lui non plus n'est pas dedans. Très mauvais. Pour moi, je le mets vraiment dans les flocs Vara. Il a rien apporté. Beaucoup de choix assez personnels et égoïstes. Donc voilà, il va vraiment falloir se ressaisir, reprendre confiance en soi. La sortie de Dembélé à la 70e qui a ressenti une gêne musculaire. Donc c'est quelqu'un qui connaît son corps et il a eu raison. Ne pas prendre de risques, surtout pour un début de saison. Donc voilà, remplacé par Ramos dès la 70e, qui n'a pas eu un gros impact, il faut le dire. À la 78e, João Neves, après un centre de la gauche, le ballon revient plein axe et João Neves ne se fait pas prier. Il la reprend magnifiquement en pleine lucarne. Donc si on peut compter sur un João Neves à ce niveau dès le début de saison, merci, merci, merci le Portugal. Sincèrement, qu'est-ce qui fait du bien? T'es pas content? 1, 2, 3, viva João Neves. Pour ceux qui aiment du jeu luxueux, ça sera João Hermès. Pour ceux qui aiment la beauté du geste, ce sera João Caresse. Pour ceux qui ont fait des paris sportifs, ce sera João Espèce. Mettez-moi en commentaire un João quelque chose. Essayez un peu d'être créatif en commentaire, mettez-moi João quelque chose. En tout cas, voilà, respectons son blaze, ça sera João Neves. Magnifique prestation. Et voilà, une fois la 80e passée, le PSG a tout simplement essayé de gérer cette fin de match. Il n'a pas montré grand-chose. On a un Barcola qui est sorti à la place de Mbaye. Je suis désolé, Mbaye, je vais encore lui tomber dessus, mais c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. On l'emploie pour la Ligue 1, il ne fait pas l'affaire, il n'est pas convaincant pour la Ligue 1. Imaginez en Ligue des Champions, je suis désolé, non, 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 non. J'estime sincèrement, et il faut y aller, me chercher une ou deux recrues d'ici demain. On va en reparler en fin de vidéo, mais vous allez voir, c'est pas possible. Donc le TFC qui réduit l'écart à la 89e par Gbo, suivi 2 minutes plus tard, je suis désolé, 91e, Vossa sur un service d'Hidalgo. Voilà comment on termine une prestation convaincante à 6-3. Je vous garantis que Lucas Chevalier, déjà sur les 2 buts, il peut pas grand chose. On a terminé avec une défense assez laxiste, il faut le dire. Il n'y a pas eu la niaque, on voit, le score était à 6-1. C'est un total relâché pour moi. Ça sera anecdotique, effectivement, parce que c'est la Ligue 1. Mais si on se ressaisit un peu, on sait aussi qu'en Ligue des Champions, on n'a pas ce genre de relâchement. Donc voilà, c'est ce qui me rassure. Quoi qu'il en soit, score final 6-3, score de tennis, score de foot, score de ce que vous voulez. Néanmoins, ça me fait plaisir au niveau offensif. Enfin, des attaquants qui marquent. On va retenir ça. On va retenir la bonne prestation de Lucas Chevalier, qui a fait quelques arrêts, qui n'y peut pas grand chose sur les buts encaissés, il faut le dire aussi, et qui se rassure, notamment, on peut lui faire confiance sur les pénaltys. Et ça, c'est une bonne chose pour la suite. J'en ai fini pour cette partie. On va attaquer les rumeurs mercato directement. Donc voilà, de ce que je sais en dernier instant, c'est que Kang In Lee est potentiellement partant sur ce mercato d'été. D'ailleurs, hier, même à 6-1, il n'est pas rentré. Il était sur le banc, il n'est vraiment pas rentré. Est-ce que c'est pour le préserver d'une blessure? Ne sait-on jamais. Mais Nottingham Forest aurait fait une offre pour Kang In Lee. Et là, je suis désolé, mais Paris aurait refusé 30 millions fixes plus 30 millions de bonus. Je sais vraiment pas qui croire. C'est une info de l'équipe. 30 millions fixes plus 30 millions de bonus. Et tu le retiens? Non, 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 il y a un problème. Je pense que ce deal va s'accorder. Je suis pas tout à fait sûr que Kang In Lee soit intéressé par Nottingham Forest, bien qu'il aurait une place de titulaire, entre guillemets, et qu'il jouerait dans le meilleur championnat du monde, qu'il aurait certainement le salaire qu'il demande aussi. Les équipes anglaises, on le sait, ont la manne financière pour pallier à des gros salaires. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites Paris Saint-Germain, sérieusement? Mais moi, je le vends tout de suite. On l'a eu il y a 2 ans pour 22 millions. Tu peux faire un x3. Tu sais très bien qu'il t'apporte très peu de solutions en attaque.
vends-moi le 30 millions, ou au pire négocie moins de bonus, tu le fais partir à 35, 35 plus 15 de bonus, mais je te l'envoie tout de suite en Angleterre. Je lui fais prendre le ferry à Dieppe même s'il le faut. Non, 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 on va être sérieux. Si la piste est relancée, si les infos sortent en dernier instant comme ça, pour moi, il y a vraiment une possibilité que Kangin parte, et ça serait une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en cas de départ, on aurait forcément travaillé une arrivée. Et moi, je veux encore une ou deux arrivées. Je pense qu'on peut aller encore chercher à Kliouche, que Monaco ne serait pas fermé à un 50 plus 10, admettons. Donc on le fait tout de suite, je suis désolé. Voilà. Concernant Carlos Soler, Here We Go de Fabrizio Romano, mais c'est Here We Go, je suis désolé, il les envoie très très tôt, parce que des fois, il se passe quelques jours avant que l'officialisation soit actée. Donc on l'envoie à la Real Sociedad aux dernières nouvelles. On parlait d'une première offre de 16 millions, chose que je ne crois absolument pas. Et l'offre la plus concrète aurait été de 8 millions plus 50% à la revente. Donc, moi, je le fais partir pour 8 millions plus 50%, sauf que je ne crois absolument pas à la revente. Il n'a pas 20 ans, notre cher Eclipse Solaire. Donc, une revente, je pense pas. Je pense vraiment pas qu'on fera de vieux os sur ce deal comme ça, mais notamment le faire partir pour faire les économies de sa masse salariale, ça oui. 8 millions, excuse-moi, il me semble qu'on l'avait eu pour 18 à l'époque, donc ça va, tu t'en sors. Et surtout que pour Paris, il n'y a aucun intérêt de le garder. Donc on va accepter bien entendu ce deal. Carlos Soler se dirige donc en Liga à la Real Sociedad. Bon vent à lui. 2-3 infos aussi qui n'étaient pas promis au Paris Saint-Germain. Vous le savez déjà que Xavi Simons a signé à Tottenham pour un montant de 60-70. Donc le PSG, via une clause dans son contrat, va obtenir 3-4 millions sur ce transfert. C'est plutôt pas mal. On a aussi Nkunku qui, de Chelsea, a signé au Milan AC. Et du coup, sur Nkunku, on va en récupérer 2 millions. C'est intéressant, non? Donc ça, plus ça, plus ça, on arrive à, au final, ce qu'on perd sur quelques départs, on peut les rattraper ailleurs, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, le PSG a une grosse manne financière, je suis choqué qu'il n'ait pas dépensé beaucoup plus que ça, parce que les arrivées sont comblées par les départs tout simplement, donc c'est une opération nulle. Pour moi, on n'a quasi rien dépensé en fait. Hormis le fait que Barcola, on a été gentil, et pour aider l'Olympique Lyonnais, on a effectivement comblé le transfert de Barcola directement, je crois que c'était 50 millions du coup, bien qu'il y ait une part qui ait été donnée à sa première année, donc on a peut-être comblé 30 millions pour que Lyon puisse se maintenir en Ligue 1, si vous avez oublié ça. Donc ça fait partie des transferts qu'on a soldés bien avant l'heure. On a eu les ventes de Mukele, de certains joueurs qui ont été prêtés, voire qui ont rapporté pas grand chose, il faut se le dire. Kimpembe, je pense, partira au Qatar, mais pour le coup, on n'a pas besoin que ça soit fait dès lundi. Je pense que ça peut se régler pendant la trêve internationale, et le Qatar a une date limite, je crois c'est mi-septembre, donc il y a encore le temps de l'expatrier là-bas, mais on va en récolter quoi, 5 millions. On va surtout se débarrasser du gros salaire. Vous le savez, Donnarumma pour moi devrait signer à City, qui joue juste la montre pour moi. Ils veulent être en dessous des 30 millions. Par contre, j'estime que Paris ne doit pas lâcher. Peu importe s'il doit rester et partir l'hiver prochain, mais je suis désolé. Surtout face à Manchester City, on ne doit pas s'incliner. Ils essayent de jouer la montre. Ok. Cependant, s'ils arrivent à vendre leur Ederson et qu'ils se retrouvent qu'avec leur Stratford pour toute la saison, je suis désolé, ça va leur poser problème. Donnarumma est une putain d'opportunité pour les clubs qui cherchent à se renforcer à ce poste. Donc pour moi, j'estime que ça va se faire, mais ça va traîner jusqu'au dernier instant. Et que le montage va sûrement s'effectuer avec un 20-25 plus bonus, et le tout devrait avoisiner les 35. Kolo Muani, dans le même temps, devrait aussi suivre la route à la Juventus. Cependant, je l'avais dit, les clubs italiens n'ont pas de thunes. Et on a voulu dealer jusqu'au bout avec la Juventus qui commence à rétro-pédaler, à proposer des trucs au rabais. On termine ce deal avec eux et on arrête de faire quoi que ce soit avec eux. Vendre à des clubs italiens, stop. Acheter chez eux, possiblement. Donc voilà pour les dernières nouvelles, les derniers potins concernant les infos transferts du Paris Saint-Germain. On va revenir bien entendu demain après 20h pour connaître l'effectif complet du Paris Saint-Germain qui sera inscrit en Ligue des Champions. D'ailleurs, sans transition, let's go pour la Ligue des Champions. On a enfin le calendrier tant attendu. Moi, je l'attendais réellement. Donc voilà le calendrier. Vous savez, la première journée sera le mercredi 17 septembre face à l'Atalanta au Parc des Princes. Donc voilà, dans la dernière vidéo, je pensais vraiment qu'on allait nous mettre le Barça en première journée en vue du Ballon d'Or. Mais tant mieux. Atalanta au Parc des Princes, j'estime qu'on doit commencer avec 3 points obligatoirement. L'Atalanta qui vient de faire match nul à Parme, je suis désolé. Le PSG n'est pas Parme. Le PSG devrait s'imposer assez largement pour une première journée et se placer directement dans les favoris au top 8. Deuxième journée, le 1er octobre, déplacement à Barcelone. Donc plutôt pas mal de le placer en deuxième journée. Au moins, on enlève un gros. Et voilà, pour moi, j'estime qu'on peut faire un résultat là-bas. Il ne sera pas déterminant, bien entendu, pour la suite de la compétition. Comme je vous ai dit, je ne vois pas non plus faire un 8 sur 8. Et vous savez déjà que le plus important, ça sera à partir de février-mars. Troisième journée, déplacement à Leverkusen. On verra dans quel état leur effectif sera à l'issue de ce mercato. Ils ont eu pas mal de départs, quelques petites arrivées de dernier instant, mais le PSG devrait s'en sortir. À l'issue de la troisième journée, j'estime qu'il nous faut au minimum 6 points. Quatrième journée, mardi 4 novembre, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich. Vous avez voté pour ce match pour essayer de gagner des places. Donc je pense que je vais satisfaire vos envies et essayer d'avoir des places pour ce match. Même si j'attendrai bien entendu janvier, j'avais dit moi PSG Newcastle. Mais bon, c'est l'année prochaine, il y a du temps. D'ici là, on va essayer de gérer le Bayern de Munich. Cinquième journée au Parc des Princes toujours, le 26 novembre contre Tottenham. Là non plus normalement. 1 novembre, on est toujours en pleine bourre. J'ose espérer qu'on se débarrasse assez facilement de Tottenham. Sixième journée le 10 décembre à Bilbao. Ça peut être un déplacement dangereux, sachant qu'on a l'habitude d'avoir quelques blessés dans ces eaux-là. Donc voilà, j'espère que ça ne sera pas préjudiciable cette année et qu'on arrivera
pas à gérer tout ce qui est blessure et tout ça. 7e journée, le 20 janvier, au Sporting du Portugal. Ça, c'est 3 points, je suis désolé. Que ça soit à l'extérieur, domicile, ça, c'est censé être 3 points. On a une razzia de Portugais dans notre effectif. On se doit de gagner là-bas en plus, donc voilà. Et dernière journée, en espérant que ça ne sera pas sur le fil pour une qualification, un match de gala, PSG Newcastle. Ça, j'aimerais vraiment me le faire, parce que je pense qu'il y aura du beau spectacle, surtout en dernière journée, selon les enjeux. Donc voilà, plutôt pas mal ce calendrier, sincèrement. Il a bien été monté. J'ai regardé d'ailleurs... Alors, pas l'Atalanta, pas le Barça, mais Leverkusen, juste avant de nous rencontrer, ils auront un match contre le Bayern de Munich. Donc ça, c'est tout bon pour nous, parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Vous le savez, ce match est attendu en Allemagne, donc voilà, ça c'est très bonne pioche pour nous. Donc le Bayern non, Tottenham, juste avant de nous rencontrer, il me semble qu'ils affrontent Arsenal. Ça aussi, c'est plutôt pas mal pour nous. Ils ont un déplacement à Arsenal, il me semble, j'avais vu. Donc ça, c'est un très bon match à gérer. Bilbao, pareil, juste avant de nous rencontrer, ça sera l'Atlético Madrid pour eux. J'ai repéré ce genre de match qui peut nous avantager. Après Sporting, il me semble qu'il n'y a pas de choc juste avant nous. Et Newcastle, non plus. À revoir sur les matchs de janvier, mais il me semble que ça sera light. Mais en tout cas, Leverkusen, Tottenham et Bilbao ont un gros choc juste avant de nous rencontrer. Et ça, c'est très très bien pour nous. Je vais vous faire part des favoris, non pas pour la victoire finale, mais pour le top 8. Et bizarrement, on peut voir le Paris Saint-Germain à 60% malgré leur calendrier. Imaginez quand même, on est à 60% de probabilité d'être dans le top 8 malgré toutes les équipes qu'on rencontre. Le premier, c'est le Barça qui a 62%, donc pas vraiment plus haut au final. Et ils ont un calendrier beaucoup plus facile avec quelques équipes serpillères, comme on dit. Donc voilà pour vous dire que les bookmakers ont une grosse confiance à la qualification du Paris Saint-Germain dans le top 8. Donc imaginez dans le top 24 quand même. On est large. Je pense qu'on est large. On a appris de l'année dernière qu'on sait qu'on doit prendre nos points assez rapidement. Pour vous dire, le Real Madrid c'est 54%, City 52%, le Bayern 49%. Il y a plus de chances qu'il soit hors top 8 que dans le top 8. Et Chelsea à 45%. J'ai aussi été voir pour la victoire finale directement. Regardez, donc... petite affiche de Barcelone-PSG. Ça, c'est un match à ne surtout pas louper. Donc voilà, pour la victoire finale, ils annoncent le FC Barcelone et Liverpool à 7, suivi du tenant du titre, le Paris Saint-Germain à 7,50. Arsenal suit de près à 8, Real Madrid 9, Man City 10, Bayern 13 et Chelsea 13. Voilà les 8 favoris pour la Ligue des Champions. Donc 7 chapeau 1 et un seul chapeau 2 Arsenal. Les codes vont évoluer bien entendu au fur et à mesure des journées, mais sur ce coup-là, je dirais que c'est plutôt plausible. Laissez-nous outsiders, ne nous mettez pas la pression du favori, mettez ça à Barcelone-Liverpool. On sait très bien que l'un va sauter avant l'heure. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de ce tirage. Est-ce que le calendrier vous plaît? Quel match attendez-vous le plus? Est-ce qu'un Paris Saint-Germain-Atalanta au parc vous plairait en jeu concours? Dites-moi tout. N'hésitez pas notamment à mettre like, commentaire, abonnement et petit boost pour le référencement. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire grandir la chaîne. Je vous remercie en tout cas vraiment tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Linux sur Appenfoot. Ciao, ciao, ciao.